Bonjour à tous. C'est d'un dialogue historique dont il sera question aujourd'hui. Un dialogue qui s'est déroulé en 1994 à Dharamsala entre des scientifiques occidentaux reconnus et renommés au plan international et sa sainteté, le Dalai Lama. Pendant près d'une semaine, il a été question du sommeil, du rêve et de la mort et des états de conscience connus de part et d'autre dans ces différents domaines. Francisco Varela est à l'origine de cette rencontre. Il a été également acteur et témoin privilégié de ces échanges exceptionnels, des échanges dont nous allons partager quelques moments forts avec lui aujourd'hui. Francisco, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes né au Chili en 1946, vous êtes docteur en biologie, écrivain, connu dans le monde entier pour vos travaux de recherche, notamment en neurobiologie, et vous êtes actuellement directeur de recherche au CNRS à Paris. Alors, cette rencontre est la dernière d'une série d'entretiens qui a commencé en 1987. Comment ça s'est passé au départ? Et ça s'est passé avec toute la spontanéité de la première fois. C'est-à-dire, il y avait l'intérêt manifesté pour sa sainteté et de faire quelque chose parce qu'il voulait approfondir le dialogue avec des scientifiques. On s'avait rencontrés avant et de ma part, moi, j'avais une grande passion pour cet échange. Donc, on a inventé comme ça, presque de rien, cette idée, cette plan, ce design d'une rencontre très cloisonnée, littéralement dans son salon, à Dharamsala. Quel est l'objectif de ces échanges? Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, ce qui intéresse aussi à sa sainteté, en général à la communauté bouddhiste, je pense, c'est d'entamer un dialogue de beaucoup de respect avec la compréhension du monde qui vient de la science, notamment de la conscience de l'esprit. Ce qui demande évidemment qu'il y a cet énorme gouffre entre des énormes traditions. Oui. Il faut aller avec vraiment des pas des princesses. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, ce ne sont pas des résultats spectaculaires, mais il y a un travail de fond qui se fait. Et maintenant, on a quand même accumulé énormément d'expériences et beaucoup de résultats par les coups. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, va avoir un effet à long terme, disons, d'ici à 10, 15 ans. On verra vraiment les plantes pousser de ces petites origines qu'on a plantées. Alors justement, vous disiez qu'il faut aller avec des pas de princesse. Comment est-ce perçu par la communauté scientifique? Parce que c'est vrai on a l'impression d'un fossé entre ces deux traditions. La communauté scientifique, Catherine, c'est toujours comme toujours. Il y a une grande partie qui sont plutôt méfiantes et cloisonnées. Et il y a quand même un bon parti qui sont très ouverts d'esprit et qui est tout ceci passionne. Ces derniers entretiens portaient sur le sommeil, les rêves, la mort. Pourquoi avoir choisi ces thèmes? Et ce que je voulais faire, c'était justement d'amener la tradition scientifique jusqu'à ses limites, de les pousser au bord, à ce que je sais qu'on ne sait pas, en tant que scientifique. Et là, évidemment, la mort, c'est quelque chose que dans la tradition bouddhiste, c'est presque un thème en soi-même. Il y a beaucoup d'observations, énormément de recherches accumulées, de descriptions. Et également du rêve, mais du rêve du point de vue d'un traitement actif du rêve, c'est-à-dire le rêve lucide, par exemple, la technique de travailler avec les rêves comme une technique de méditation. En Occident, on connaît bien ce que c'est dormir, physiologiquement, mais très peu sur le rêve, très peu, et encore moins sur la mort. Donc là, on avait, si vous voulez, une situation de chevauchement partiel, mais où le bouddhiste il était très fort dans son domaine et les scientifiques très faibles. Donc je voulais voir ce que ça donne. Voilà les résultats. Alors pour commencer par le sommeil, qu'est-ce que ça a donné? On va juste l'effleurer parce que vous avez consacré tout un livre à ce sujet que je recommande donc aux téléspectateurs. Alors le sommeil, la point de vue des scientifiques, la point de vue des bouddhistes. Un des choses intéressantes, c'est que dans la tradition bouddhiste, on avait repéré. Ils sont très intéressés, vous avez comme toujours dans la tradition bouddhiste, à garder l'esprit toujours présent, éveillé. La tradition de présence attentive, je dirais en français. De vigilance. De vigilance, je n'aime pas trop le terme, ça a l'air un peu trop tendu. Mais une présence qui est attentive à tous les moments de la vie. Donc, en particulier, une présence attentive, une véritable présence avec les moments de l'endormissement. C'est-à-dire les passages entre l'état d'éveil et l'état de sommeil profond, qui est une espèce de noir. Bon, là, il y a une transition que la tradition bouddhiste, surtout les Tibétains, énormément examinée. Ils ont distingué des étapes.
Oui, parce qu'il y a un vrai travail sur le sommeil, le rêve dans la tradition tibétaine. Voilà. Il s'avère que justement, dans la tradition scientifique, en utilisant des études d'électroencéphalographie, par exemple, on distingue aussi des étapes, ce qu'on appelle les phases du sommeil. Il y a 4 phases de sommeil avant de l'endormissement complet, disons, où on voit la personne vraiment complètement partie. Et c'était passionnant, et on peut le trouver dans la discussion justement de cet ouvrage, comment là, il y a une énorme coïncidence entre cette description externe et ces descriptions phénoménologiques ou introspectives. C'est qu'on ne savait pas du tout du côté occidental. Donc ça, c'est des ponts certains qui ont été établis entre les deux traditions. Ce qui veut dire qu'il y a cette manière de travailler en clarification mutuelle qui est un des buts de cette opération. Mais je vous signale, parce que j'aime bien réemphasiser ces points, si vous me permettez, que vous voyez là, que pour arriver à ce type de conclusion, il faut se méfier, parce qu'on peut la faire très vite. Et donner une espèce d'idée vague. Des choses correspondent, génial, on va prendre un café. Ou on peut faire, ce qu'on essayait de faire là, c'est d'aller au détail des résultats expérimentaux, avec toute la technicité que ça demande. On a fait des expériences sur les champs, on a mené une machine DEG, ça sentait à regarder les ondes cérébrales. Et eux, de leur part, lui, il nous a fait un exposé magnifique sur ces états de rêve. Donc on rentre vraiment dans les détails. C'est ça la manière de faire avancer ce travail. Donc quand on dit qu'il y a une coïncidence, ça va loin quand même. Oui, alors par ailleurs, on peut s'apercevoir quand même que l'utilité du rêve n'est pas la même pour les bouddhistes tibétains et pour les scientifiques. Ça, peu importe. Ou pour les occidentaux. Ça, peu importe. Ce qui nous intéresse là, c'est au phénomène du rêve. D'accord, c'est les points de rencontre. Les points de rencontre, qu'est-ce qu'il y a un phénomène qui appartient à l'expérience humaine? On peut l'utiliser comme l'on veut. On a le droit de devenir scientifique, de devenir méditant, ou les deux d'ailleurs, ou de faire ce que l'on veut avec son rêve. Mais le phénomène de tomber dans un sommeil profond, c'est un phénomène qui est essentiel, universel à l'homme. Et c'est ça qui nous intéresse. Si vous voulez, l'objectif de la réunion, il est toujours de renforcer, approfondir la compréhension des phénomènes. L'examen, l'analyse, c'est le même esprit qui appartient à la tradition bouddhiste très forte, ce n'est pas la seule chose, mais très forte, et à la science. Alors là, on voit certains points de rencontre entre la tradition occidentale et la tradition bouddhiste. Quels sont les points de divergence qui vous paraissent les plus importants? Parce qu'il faut en parler aussi. Pour la science occidentale, et là, il y a un chapitre remarquable d'un neurologue américain qui a présenté la vision médicale des passés à la mort clinique. Et le moment de la mort clinique, c'est une espèce de ligne finale. Après ça, il n'y a plus rien. C'est-à-dire on prend l'objet qu'on nomme le corps et puis on le met n'importe où. Et, tandis que pour les Tibétains, justement, la vision de la mort, il y a des autres choses qui appartiennent justement à ce qu'eux, ils appellent, à juste titre, des niveaux subtils de conscience. C'est-à-dire des consciences qui ne sont pas égoïques, il n'y en a pas Francisco ou Catherine, mais il y a une présence, il y a un éveil, il y a une expérience qui est justement comme un flot de conscience, comme une rivière. Et parfois les phénoménologues utilisaient aussi la même métaphore. Et évidemment, cette notion de conscience subtile, pour les scientifiques, c'est complètement étrangère. C'est-à-dire il faut vraiment qu'en tant que scientifique, on se met dans une position de dire, soyons tolérants, écoutons. C'est pas sûr qu'on a toujours raison. Peut-être qu'ils ont quelque chose de profond là. Il faut écouter, il faut examiner. C'est-à-dire ça va tellement à l'encontre de tous les préjugés matérialistes de la science que c'est très dur à avaler. Mais néanmoins, eux, ils ont leur évidence. Donc c'est à nous, les scientifiques, d'avoir une espèce d'ouverture d'esprit pour examiner. Oui, parce qu'eux, ils ont quand même une connaissance aussi qui repose sur des expériences pratiques. Absolument. Sur une longue tradition, beaucoup d'observations. Et en particulier, justement, ils peuvent poser une question très gênante pour la science. C'est cet effet qui est beaucoup plus, je dirais, moins dramatique que la conscience subtile après la mort. C'est-à-dire qu'après la mort clinique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être un mot pour expliquer ce qu'est la conscience subtile, parce que c'est quand même des domaines très difficiles à comprendre pour le grand public. Tout à fait. Je reprends l'idée que j'évoquais peut-être trop vite là tout à l'heure. Il y a la conscience ordinaire, là, et il y a une conscience qui est accessible pendant la vie. Si on, par exemple, si on s'entraîne bien
à la méditation, on a accès à ce niveau de conscience qui n'est pas marqué par la présence d'un je, d'un moi très forte. Il est plutôt absente de cet espace de conscience qui n'appartient à personne. Elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas... Non, c'est pas qu'il est pas quantifiable, ça on ne sait pas. C'est tout simplement qu'il n'y en a pas un quelqu'un là. Il n'y a pas un Catherine, il n'y a pas un Francisco. Voilà. Il y a de la conscience. Et ce que les bouddhistes vont dire, c'est que cet état subtil de conscience, justement, c'est la continuité après la mort d'un corps physique. Ce n'est pas vrai que la tradition bouddhiste va dire que les moi, les égos, les self, on continue après la mort. Non. Mais il y a une continuité de la conscience, et cette continuité, c'est la conscience subtile. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est subtil, parce que ce n'est pas évident au premier coup, mais ce n'est pas subtil parce que ça soit inaccessible. Donc les critères de décomposition du corps de la mort sont différents, je suppose. Et là, ce qui est intéressant, qu'eux, ils ont pointé qu'à cause de l'existence de ces consciences subtiles, c'est une démonstration empirique très forte. Il y a beaucoup de gens qui sont des adeptes de la méditation. Il s'avère qu'il y a des cas que j'ai moi-même vus de mes propres yeux, donc on ne me racontait pas des histoires, où la mort est ralentie à point qu'après 5 jours après la mort clinique, pas d'électroencéphalogramme, pas de battements cardiaques, pas de pulse, pas de température dans les bras, vous voyez qu'il y a une activité du corps. Et vous touchez par exemple la région du cœur, il y a une température minimale. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que l'état du corps, la peau par exemple, ne se décompose pas. Je regardais par exemple un monsieur qui était un grand méditant en fait, qui a resté 5 jours sans qu'il ait les moindres effets sur sa peau, dans le milieu de l'été indien, donc il fait chaud. Et donc c'est pas question que les bactéries, ils n'auraient pas fait leur travail, et personne n'avait rien touché. Donc vous voyez là, ça pose une question fondamentale à la biochimie, de dire, bon, montrez-moi comment c'est possible. Quelle biochimie pour différents corps, les corps d'un adepte et les corps des gens qui n'ont pas vraiment eu l'occasion de travailler dans sa vie, peut-être ce n'est pas les mêmes au niveau biochimique. Donc il y a une transformation qui serait éventuellement possible. Ça me semble évident. Donc là, ça pose tout de suite, si vous voulez, on évoque ça dans l'ouvrage, un projet de recherche. Alors, mais imaginez-vous, allez vous proposer un grand programme de recherche sur la biochimie des morts au CNRS. C'est un peu compliqué. Ils ne vont pas tiquer, je pense. C'est peut-être un peu trop vite. Donc il faut les faire doucement. C'est pour ça que j'ai dit, ça prend du temps. Merci Francisco. Merci. Nous vous recommandons bien sûr aujourd'hui tout particulièrement ce livre de notre invité, Dormir, rêver, mourir. Il est publié par les éditions Nil. C'est un livre complexe mais passionnant dans lequel vous pourrez découvrir des aspects peu connus de la pensée bouddhiste tibétaine. Toujours de notre invité Francisco Varela, l'inscription corporelle de l'esprit est publiée au Seuil. Et pour terminer, nous vous proposons Science et bouddhisme d'Alan Wallace. Il est publié chez Kalman Levy. Si vous souhaitez nous écrire, c'est le moment de noter notre adresse, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770 Paris CEDEX 16. Si vous souhaitez avoir des renseignements sur le bouddhisme en France, vous pouvez également composer le 3615 code France de voix bouddhiste sur votre Minitel. C'est la fin de notre émission. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche et une très très belle semaine. À dimanche prochain.